Merci. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour. On s'est vu évidemment. Bonjour à tous. On s'est vu à distance, alors c'est un plaisir de se voir à une petite distance, mais à moins grande distance que lorsqu'on a eu notre première conversation. Évidemment, c'est un film qui a marqué l'histoire. On va commencer par ça avant de parler de l'histoire des films qui marquent Versailles. C'est important dans l'histoire, comme je le disais, de Versailles, que Versailles m'était compté. Ça va lancer, dans le fond, un nouveau, je dirais, un nouveau chapitre, hein, un peu, parce qu'on le dit, on tourne les pages plus rapidement quand on arrive à la fin de l'histoire, mais là, on veut comprendre la suite de l'histoire. Donc, quelle différence ce film-là va faire dans la relance de Versailles auprès des citoyens? Alors, je n'ai pas vu tout à l'heure qui avait déjà vu le film avant cette projection. On peut le demander. Alors, qui l'avait vu déjà? Il y a quand même des mains. Oui, quand même. Oui. C'est un film... c'est difficile aujourd'hui de l'apprécier autant que ça l'a été à l'époque, puisque 70 ans sont passés. Mais ça a été un film phénomène. Phénomène pour Versailles et phénomène pour la France. C'est le film des superlatifs autour de Versailles. D'abord, vous avez peut-être noté que dans le générique n'apparaissent que des stars de l'époque, y compris pour des tirades qui font 1 à 2 lignes. Et donc on a à la fois évidemment Sacha Guitry, Jean Marais, mais également Brigitte Bardot. Je ne sais pas si vous l'avez reconnue, comme il y a un hommage qui lui est rendu à travers Cinémania pour cette édition. Je tiens à signaler qu'elle est quand même présente dans le film, Édith Piaf, bien entendu, et plein d'autres comédiens qui étaient les stars de l'époque. Donc c'est un film phénomène parce que c'est un film avec un générique somptueux, et c'est un film qui a toutes les caractéristiques du film exceptionnel. Ça a été, à l'époque, le plus grand succès au box-office en 1954, près de 7 millions de spectateurs, avant d'être par ailleurs vendu à l'étranger, vu à l'étranger, et vu de multiples fois également en France. C'est un film qui a occasionné plus de 2 mois de tournage dans le château, avec pour la première prise de vue, le 10 juillet 1953, une cérémonie officielle. Donc il y avait un caractère complètement exceptionnel à ce film. Pourquoi ? C'est parce que ce film s'inscrit dans une période dans laquelle est lancé le plan de sauvegarde de Versailles. Nous sommes quelques années après la guerre, ça se ressent beaucoup, notamment à la fin du film, hein, tous les stigmates de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Le château est dans un très mauvais état. Ça ne se voit pas tellement dans le film d'ailleurs, parce que ce qui n'est pas bon dans le château, c'est ce qui ne se voit pas, et donc tout pourrit de l'intérieur. Tout ce qui est derrière les murs, les charpentes, sous les toits, tout va très mal et ça manque de s'effondrer. On a même à l'époque des caricaturistes qui font dans la presse des dessins de presse montrant des visiteurs dans la chambre du roi, là où on voit Napoléon, avec leur parapluie pour admirer le lit de Louis XIV. Donc on est vraiment dans un état où ça ne va pas. Le conservateur du château, l'architecte en chef du château le mentionne, écrivent note sur note pour alerter sur la situation de ce monument. Et il y a une vraie campagne populaire lancée par l'ancêtre, parce qu'il n'y avait pas encore de ministère de la Culture à l'époque, il y avait un secrétariat d'État aux Beaux-Arts, et donc ce secrétaire d'État lance un appel à la radio pour une souscription populaire pour restaurer le château. Et c'est dans ce cadre qu'est réalisé ce film, qu'il est demandé à Sacha Guitry, qui a déjà tourné à Versailles pour un autre film, de réaliser cette fresque qui est la seule fresque sur l'histoire du château. On va parler des tournages du château. Oui. Il y a près de 240 films qui ont été tournés, mais c'est l'unique film qui retrace l'histoire du château et pas l'histoire d'un des personnages. Et l'histoire de la France par le fait même. À travers ce film, on a en effet une fresque française à travers la royauté, hein, donc c'est un point de vue particulier, mais c'est quand même le seul film dont la star première n'est pas Jean Marais, n'est pas Sacha Guitry, n'est pas Brigitte Bardot, c'est le château lui-même. Et donc ça va permettre d'amasser des fonds
qui vont permettre de finalement rehausser la qualité de l'expérience de Versailles, une expérience que vous rehaussez, que vous tentez de rehausser aussi au quotidien encore aujourd'hui. Oui, le film devait reverser 20% des recettes. Alors heureusement que ça a été un succès. Oui. Pour la restauration du château de Versailles, juste pour vous dire, le plan de restauration de Versailles à l'époque, c'est 5 milliards de francs anciens. Alors on ne peut pas le traduire aujourd'hui, ça ne servirait pas à grand-chose, mais à l'époque, on donnait à peu près 7 à 10 millions de francs anciens par an pour la restauration du château. Or, le besoin était évalué à 5 milliards. Donc on comprend pourquoi il a fallu beaucoup de mécénat, et notamment du mécénat des entreprises et des individuels pour contribuer à cette restauration, et un film qui a été, encore une fois, le plus grand résultat au box-office et le plus grand succès populaire de l'année 1954 en France. Et quand on parle de cette restauration, à la fin du film, là, on brade les meubles de la royauté. Ça a été ça un grand défi pour la restauration de Versailles, de retrouver donc ce mobilier pour les ramener à la maison. Oui, en 53-54 arrive un nouveau directeur à Versailles, le nouveau conservateur qui s'appelle Gérard Van der Kemp. Il n'aura de cesse jusqu'en 1980, année où il quitte son poste, de remeubler Versailles. Il faut s'imaginer, après la Révolution, un château vide qui ne garde que ses décors. Une partie des grands meubles considérés comme des meubles virtuoses n'ont pas été vendus. Ils ont été amenés au Louvre, qui est le musée de la Révolution française et qui montre les joyaux de la couronne, notamment la Joconde, qui était à Versailles, mais également les meubles considérés comme les plus virtuoses. Mais cependant, une grande partie des meubles est vendue et se trouve encore aujourd'hui d'ailleurs au Royaume-Uni, comme le montre le film. Exactement. Vous l'avez dit tantôt, plus de 200 films ont été tournés à Versailles. C'est intéressant de voir comment ça marque l'imaginaire, comment ça peut aussi teinter la fréquentation du musée. On pense au film de Sofia Coppola, entre autres. Comment, dans le fond, comment ça s'inscrit dans votre stratégie, les tournages à travers Versailles? J'ai retrouvé une note de 2004 qui ça dit vous a permis d'aller chercher dans les archives. Bien moi, sûr, j'aime bien ça. J'adore, et moi également, avec mon côté très patrimonial. Donc j'ai retrouvé une note de 2004 qui dit « Il n'y a pas de stratégie cinématographique à Versailles ». Donc l'absence de stratégie a quand même permis à plus de 240 films de se tourner à Versailles. C'est peut-être pas plus mal. Non, moi, juste pour dire, le cinéma commence à Versailles en 1896, après à peine 5 mois après la première projection du cinématographe Lumière en décembre 1895. Donc l'histoire du cinéma commence à Versailles, commence très peu de temps après le début du cinéma. Et ça commence... Alors, je ne sais pas si vous pouvez imaginer quel est le premier film tourné à Versailles. À votre avis, ça porte sur quoi? Si vous donnez une... Quelles sont vos idées? Oui. Non. Ça, c'est le troisième film, je crois. Le premier, c'est sur une fontaine mise en eau. Puisqu'au début du cinéma, on n'en est pas encore à essayer de raconter des fictions ou même l'histoire. On essaie de montrer l'image animée. Et donc, la première animation, c'est de voir une fontaine jaillir à Versailles. Et donc, c'est assez étonnant parce que ce sont des fontaines qui étaient encore activées manuellement, comme on le fait encore aujourd'hui. Presque toutes nos fontaines sont activées par des femmes et des hommes, aides-fontainiers, qui perpétuent la tradition des fontaines de Louis XIV. Donc le premier film, c'est 1896, et très vite on a des fictions, sur Marie-Antoinette notamment, sur des personnages célèbres, sur les intrigues célèbres. On voit d'ailleurs que ça imprègne aussi le film de Sacha Guitry. Toutes ces intrigues, ces affaires du poison, du collier, font l'objet de nombreux films. Et puis, dans les années 50, on a Sacha Guitry, et dans les années 2000, on a le film de Sofia Coppola, qui est un peu le deuxième moment versaillais, alors pas un moment francophone, mais un moment anglophone, avec un tournage qui, par ailleurs, lui aussi,
est monstre et investit l'ensemble du château. Et c'est intéressant parce que Guilhem nous disait que c'est un film phare pour lui et c'est aussi quelque chose qui le lie à Versailles. Donc, ça permet aussi à Versailles de renouveler ses publics, ces films-là. Et on pense à des séries aussi, des séries pour enfants comme Belfort et Lupin. C'est intéressant de voir donc les différents types de tournages qui peuvent se dérouler. On pense aussi à des films américains qui se déroulent à Versailles. Donc, de voir, est-ce que ça vous permet, même s'il n'y a pas de stratégie, parce que peut-être que finalement, ça contribue quand même, est-ce que ces tournages permettent de renouveler les publics? Donc, d'avoir une série pour enfants, par exemple, est-ce que ça permet de pouvoir parler à des publics qui sont peut-être plus éloignés d'un Versailles traditionnel ou d'un tourisme traditionnel? Alors, je suis persuadé que ça fait venir du public. Là, je vais me raccrocher à mon expérience précédente à celle de Versailles, à savoir les musées d'Orsay et de l'Orangerie, dont j'ai également été l'administrateur général. Et on avait fait un sondage pour savoir quels étaient les motifs de visite. Et on s'était rendu compte que 37% du public en 2023 était venu parce qu'il avait vu le musée d'Orsay dans une série ou dans un film. Donc ce qu'on appelle le cinétourisme a un impact considérable sur les institutions muséales ou patrimoniales en France. Je pense que c'est la même chose à Versailles. On avait vu un public à la fois différent et plus nombreux après la sortie du film de Sofia Coppola. Donc oui, ça fait venir du public. Quant à Belfort ou Lupin, ou notamment les films pour la jeunesse, on en fait notre miel, puisque toute notre stratégie famille cette année s'appuie sur Belfort et Lupin. Peut-être que vous aurez l'occasion de le voir. C'est charmant. La projection est samedi. C'est un dessin animé produit par France Télévisions. Et on a toute l'année des week-ends réservés aux familles, avec notamment des animations à partir de Belfort et Lupin, où on mêle culture historique, découverte du château, et culture cinématographique. Donc on fait par exemple participer les enfants à des ateliers de conception des dessins animés. Donc on est vraiment très intégré dans notre approche du château, de la découverte du château et de la découverte d'une autre culture qui est celle du cinéma, des séries ou des dessins animés. Donc tout est relié et c'est intéressant parce que ces jeunes-là qui aujourd'hui vont à Versailles pour Belfort et Lupin, ils retourneront, auront un certain attachement, des souvenirs. Donc quand on parle de vouloir renouveler les publics, de vouloir connecter avec les publics jeunesse, c'est donc une belle porte d'entrée de le faire comme ça par le cinéma, par la production. Mais en même temps, quand on a un joyau comme Versailles à gérer, j'imagine qu'il faut aussi doser, parce qu'on parle beaucoup de surfréquentation, il faut donc être capable de doser les efforts. Comment on fait ça? Comment on évite la surfréquentation? Comment on trouve l'équilibre, en fait? Alors, comme à l'époque du film, Versailles ne peut pas s'appuyer que sur les subventions de l'État. Nous, on est financé à 80% par nos ressources propres. Donc le public et faire venir le public est extrêmement important pour nous. On a depuis le Covid fait en sorte qu'il y ait des jauges maximales de public. Donc on a considérablement réduit les files d'attente devant le château aujourd'hui. Je vous le dis, si vous venez ou si vous revenez à Versailles, on n'attend pas plus de 20 à 25 minutes devant le château. Ça, c'est notre promesse d'engagement. Après, et vous le voyez très bien dans le film, nous ne sommes pas comme les musées avec des grandes galeries de peinture très vastes. Il y a des moments où on a de l'espace, et puis il y a des moments comme la Galerie des Glaces, et puis il y a des moments où on est dans les appartements du roi qui n'ont jamais été conçus pour 8,5 millions de visites par an. Et donc on se retrouve légèrement congestionné dans ces espaces-là. Mais la promesse aujourd'hui est d'avoir une visite de Versailles plutôt longue, parce qu'on est sur un domaine de 800 hectares avec plusieurs châteaux, des musées, un opéra, des jardins, mais où on peut prendre son temps et où on n'est pas constamment dans l'impression d'être comme dans le métro à Paris. Ben, c'est quand même bien. Quand vous parlez justement de l'opéra, vous parlez des jardins, il y a plusieurs façons, j'imagine, parce qu'on parle évidemment du cinéma, mais il y a d'autres formes d'art qui vous permettent de pouvoir mettre
mettre Versailles en vedette? Comment on diversifie, que ça soit, je ne sais pas moi, par l'art IA, maintenant, même la technologie est arrivée à Versailles. Donc, ça vous permet aussi d'aller à la rencontre d'autres publics, mais ça prend quand même une certaine ouverture de faire parler les statues comme vous le faites à Versailles? Ah oui, alors d'abord, on fait intervenir tous les champs artistiques. On fait beaucoup de danse, beaucoup d'opéra, puisqu'on a un opéra, beaucoup de musique, un peu de théâtre, y compris du théâtre soutenu par l'intelligence artificielle. Donc on va, au printemps prochain, donner une pièce dite de Molière, qui est travaillée par un collectif d'artistes avec le recours à l'IA. C'est la pièce qu'aurait pu écrire Molière sur le seul thème dont on sait qu'il s'y intéressait, mais sur lequel il n'a pas écrit. Et donc c'est grâce à l'IA et à un collectif d'auteurs que nous avons pu créer ce spectacle qui serait la pièce qu'aurait pu écrire Molière. Et c'est le thème, c'est? Je ne peux pas le dévoiler. Le thème est autour du cosmos. Le thème est autour du cosmos. Alors, au Québec, on dit « une fille s'essaye ». Donc, ça veut dire qu'on prend une chance pour essayer d'avoir une primeur. Mais on sollicite des écrivains, on sollicite des philosophes. On a un book club qui est un terme trop anglais pour le prononcer. Un club de ici. lecture, nous on dit. Mais voilà, un club de lecture. Je vais pouvoir leur dire qu'il faut rebaptiser tout ça. Et l'IA, l'intelligence artificielle, oui, on la sollicite dans un but de médiation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que les gens viennent à Versailles essentiellement pour la Galerie des Glaces et pour les appartements du roi et de la reine. Le roi, c'est Louis XIV, la reine, c'est Marie-Antoinette, ce sont nos deux stars. Mais ils vont peu voir les statues. Or, nous sommes le plus grand musée au monde de statues en plein air. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'avec un dispositif d'intelligence artificielle dans nos téléphones, on peut faire parler les statues, leur poser n'importe quelle question, la question hyper sérieuse, la question moins sérieuse, et la statue répondra. Et elle répondra d'ailleurs toujours juste, parce qu'on a vraiment réussi, avec 2 partenariats technologiques, à faire en sorte que la statue n'hallucine pas, puisque c'est le problème de l'IA aujourd'hui. Oui, c'est le propre de l'IA quand même. Et donc, quand on pose des questions un peu trop à côté, la voie de la médiation nous ramène à la statue et à ce qu'on pourrait lui faire dire. Ben, c'est vraiment ça, c'est un projet. Moi, je serais curieuse de savoir comment ça émerge, un projet comme celui-là. C'est justement parce que votre jardin était moins visité, les gens allaient moins à la rencontre de cette offre-là. C'est comme ça que l'idée de mettre l'IA en vedette vous est venue? Non, on a pour le coup une stratégie pour le numérique qui est beaucoup plus affirmée, à chercher l'innovation là où elle est. Donc c'est tout un réseau informel qu'on entretient avec des studios français, canadiens et américains pour être leur terrain d'expérimentation. Donc on a des expérimentations avec des grands groupes américains, avec des plus petits studios de création européens ou nord-américains. Et c'est plutôt... sur l'intelligence artificielle, par exemple, on a fait un hackathon de 48 heures avec 80 spécialistes qui avait un véritable défi qu'ils devaient remporter, qui était de faire une application pour préparer la visite à Versailles, parce que c'est assez complexe d'arriver à Versailles et de savoir quoi visiter. Et donc, en même pas 48 heures, en 36 heures, on a eu 14 projets comme ça, utilisant notamment l'intelligence artificielle, mais pas que, pour avoir des nouveaux dispositifs de visite. Voilà. Ben, c'est fantastique. On dit toujours qu'on aime penser que notre quartier, le quartier latin, est un laboratoire, un quartier apprenant. Mais là, ce que vous nous dites, c'est que Versailles est finalement un lieu d'expérimentation, un laboratoire pour permettre de développer des technologies, mais aussi des technologies qui permettent aux citoyens d'avoir une meilleure expérience avec le lieu. C'est ça? Oui, et c'est vraiment tout le spectre, c'est-à-dire stratégie très délibérée d'aller chercher l'innovation là où elle se trouve sur la technologie, mais conservatoire des métiers d'autrefois. Comme je l'ai dit, nos fontaines sont activées à la main par des aides-fontainiers. Nous reconstituons progressivement, il y a 37 km de canalisation à Versailles.
et nous les restaurons à la manière avec les fabrications d'usage sous Louis XIV. On a un campus des métiers d'art pour les doreurs, les doreuses, les métiers de la restauration du patrimoine, le jardin, les jardiniers d'art, l'horticulture, la gastronomie. On le voit un petit peu avec les repas de Louis XIV, donc le repas à la française. Et donc on a vraiment tout le scope toute la variété des métiers d'art jusqu'aux métiers les plus technologiques. Mais c'est impressionnant. Ça veut dire que vous restez ancré dans vos racines et vous vous projetez vers l'avenir. Donc, vous êtes capable de marier les deux. Vous l'avez dit tantôt, on a parlé, je vais dire comme la dame à la fin du film, ça doit coûter cher, c'est cher tout ça, mais donc de vouloir maintenir je dirais ces métiers d'origine, c'est un pari quand même qui doit être, somme toute, assez demandant au niveau budgétaire quand on est l'administrateur de Versailles. Oui, mais on est soutenu, on a des partenariats et en recherche et en enseignement avec plusieurs universités, avec la région Île-de-France qui nous soutient, avec l'État. Donc oui, l'investissement dans le campus des métiers d'art, c'est un investissement de presque 40 millions d'euros et nous avons été fortement soutenus pour cela. Et donc, on le disait tantôt, vous êtes soutenu, si le film a permis d'aller chercher du financement populaire par les entrées lors de sa sortie en salle. Aujourd'hui, vous êtes surtout soutenu par le mécénat. Par le public. Le public en général. Ouais, et le mécénat. Oui, le public dans l'État, donc voilà. C'est ça. Mais pas les dons privés, là, pas les dons d'individus. On a beaucoup de mécénats, mais c'est d'abord le public qui fait aujourd'hui qu'on peut restaurer Versailles. Mais c'est vrai que Versailles coûte cher parce que le projet initial de Louis XIV était quand même surdimensionné et que lui-même d'ailleurs faisait un chantier, puis 30 ans après le changeait. Donc on a plusieurs, même sous Louis XIV, il y a eu 2 états de Versailles et l'immensité du lieu fait que c'est très très coûteux en restauration, mais le but c'est d'y arriver. Bien, tout à fait. Donc juste parce que tantôt j'étais pas très claire, ça veut dire qu'il y a le financement de l'État. Oui, qui est 20%. Qui est 20%. Ensuite de ça, dans le 80%, combien vient, par exemple, des petits dons, des dons qui viennent des citoyens versus le mécénat qui serait comme d'organisation, d'entreprise, de fondation? Est-ce que vous avez une idée de ça? Non, alors le mécénat, on va dire populaire, il est important en nombre de personnes qui y contribuent, mais ce ne sont pas les sommes les plus importantes. Donc par an, selon les années, on peut passer de 10 à 40 millions de mécénats. Et les années où on a 40 millions, c'est parce qu'il y a des dons exceptionnels qui sont généralement faits soit par des personnes qui détenaient du mobilier de Versailles, et qui le donnent, alors ça c'est vraiment les très très grandes donations, soit des entreprises qui investissent, qui généreusement donnent plusieurs millions d'euros pour une restauration particulière ou pour un projet particulier. Donc des dons dédiés. Et des dons dédiés. Les dons sont toujours dédiés. Je ne sais pas si vous avez des questions. Nous, on est prêts à ouvrir la conversation. On peut faire ça tout le monde ensemble parce que je pense que Versailles suscite quand même beaucoup la curiosité. Le nombre de pièces, on disait le nombre de pièces accessibles versus le nombre de pièces réelles de Versailles, la proportion est quand même assez infime quand on la regarde comme ça. Oui, il y a 2300 pièces à Versailles. Juste ça. On ne les ouvre pas toutes parce qu'elles ne sont pas visitables. Et heureusement d'ailleurs qu'on ne les ouvre pas toutes parce que sinon l'expérience serait terrible. Je pense que personne ne soutient la possibilité de visiter 2300 pièces. Mais ça montre à quel point il y a encore des espaces à investir à Versailles pour montrer ce qu'était Versailles à toutes les époques. Le film le montre un tout petit peu à la fin. Il y a un Versailles républicain. Il y a un Versailles des Lumières, d'abord, très important. On le voit avec le soutien à l'indépendance américaine notamment, mais pas que. La présence des philosophes, le soutien de la marquise de Pompadour aux encyclopédistes. Et puis, à partir du 19e siècle, la tentative de réconcilier à la fois les esprits républicains et les esprits monarchistes et bonapartistes en France. On le voit avec la personnalité du dernier roi Louis-Philippe. Et puis, la Troisième République s'installe à Versailles dans les années 1870. Donc tous ces espaces-là, ils existent. On peut les montrer aux visiteurs. Et cela montre différentes facettes du Versailles jusqu'au Versailles d'aujourd'hui.
Et le fait d'avoir justement certains aspects de Versailles, parce que là, je cherche toujours des mains puis j'en vois pas. Alors, moi, j'ai des questions à l'infini, il ne faut pas s'en faire. Le fait d'avoir justement un nombre de pièces ouvertes aux visiteurs et certaines qui ne sont pas ouvertes aux visiteurs, est-ce que ça simplifie parfois la vie des tournages? Donc, d'avoir des tournages qui peuvent se passer en coulisses par rapport aux visites qui doivent avoir lieu du public en général? Non, ça facilite le déploiement technique des tournages. Néanmoins, quand tournage il y a à Versailles, c'est pour montrer les aspects les plus connus du château, de la Galerie des Glaces jusqu'au Trianon, ou en passant par les appartements. Donc non, ça ne facilite pas les tournages. Non. Quand on tourne à Versailles, c'est vraiment parce qu'il y a le souhait de la réalisatrice ou du réalisateur de montrer les vrais espaces. Les espaces qui sont visitables. Ou les vrais jardins. Non. Les tournages... Alors, du temps de Sacha Guitry, il y a dû y avoir des espaces fermés pendant les tournages, parce que vraiment, ils ont été de partout. Moi-même, maintenant que je travaille à Versailles, je reconnais certains espaces que je ne voyais pas quand j'avais pu voir pour la première fois le film. Donc c'est vraiment un tournage qui a été présent de partout. Non, aujourd'hui, on tourne les jours de fermeture, donc c'est le lundi, le jour de fermeture, et la nuit. Et on tourne beaucoup la nuit. Et après, on peut tourner dans les jardins. Après ça, vous, monsieur. Oui, oui, allez-y, je vous vois ici. Oui. La proportion exacte, je ne l'ai pas. C'est forcément beaucoup plus petit parce que c'est des visites de 10 personnes maximum pour les appartements de la reine Marie-Antoinette, parce que ce sont des toutes petites pièces. On le voit d'ailleurs, le roi Louis XV qui dit « coupez-moi tout en 4 » pour qu'on ait plus chaud et que ce soit plus intime. Donc ces visites-là, forcément, elles occasionnent moins de touristes que les 26 000 visiteurs par jour qu'on a l'été. Néanmoins, on a une programmation qui est très importante. Donc au total, le nombre de visites de groupe à Versailles, c'est presque 30% des visiteurs. Mais il y a une partie de ces visites de groupe qui sont dans les appartements, les grands appartements que vous mentionnez. Donc ceux sur les petits appartements plus intimes, je n'ai pas le chiffre exact. Et c'est vrai que ce sont des lieux magiques parce qu'on les voit dans des conditions exceptionnelles. J'allais dire, oui, c'est ça. C'est un peu comme derrière la scène. C'est des... Vous avez des ambassadrices ici. Je vois, merci beaucoup. C'est bien, oui. Allez-y, juste ici, oui, monsieur. Oui, est-ce qu'il y a un prix d'entrée pour les visites et comment c'est fait là? Il y a des petits appartements, voilà. Alors, il y a eu un temps dans l'histoire de Versailles où l'entrée était gratuite. On le voit dans des guides qu'on retrouve aujourd'hui dans les librairies de livres anciens. Moi, j'en ai collectionné. Donc, Versailles a pendant un certain temps été gratuite. Je ne sais pas si à l'époque on voit Bourville en guide, c'était encore le cas. Mais en tout cas, sur les premiers guides, c'était gratuit. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Et donc, on a un prix d'entrée pour la visite des espaces en accès libre. Qui est alors il y a un prix en basse saison et en haute saison, mais on va dire qu'en basse saison c'est 24 €, en haute saison c'est 32 €. Ça vous donne accès à l'ensemble du domaine, hein, donc le château, les jardins, le domaine de Trianon qui est splendeur. Donc vous pouvez facilement y rester la journée. Et pour les visites guidées, en plus des appartements qui ne sont pas en visite libre mais en visite guidée, là il faut payer un supplément de 10 €. Oui. Avec la technologie. Oui, je me sais.
Alors, moi, je ne l'ai pas vu, mais surtout, on ne peut pas se coucher sur le lit de Marie-Antoinette puisqu'il a été restauré et qu'on a conservé le dernier textile du lit, donc ça a une valeur patrimoniale considérable. Au passage, ce qu'on voit de la chambre de Marie-Antoinette, qu'on voit au tout début du petit film qu'on a montré et un moment dans le film de Sacha Guitry, c'est le dernier état de la chambre de Marie-Antoinette en juillet 1789. Parce qu'il faut savoir qu'elle changeait ses décors plusieurs fois dans l'année. Donc celui qu'on a conservé, qui a une valeur particulière, puisque c'est celui le tout dernier qu'on a connu, avant que le roi et la reine repartent à Paris, c'est le décor de l'été 1789. Mais en tout cas, on ne peut pas tourner dans la chambre avec la possibilité d'aller sur le lit de Marie-Antoinette. Sauf qu'avec la technologie... Pareil pour le lit du roi. C'est ça. Sauf que, comme le dit monsieur, avec la technologie, ben là, ça devient possible. Donc, la technologie nous permet de rentrer dans les décors de Versailles sans trop y être. Et souvent, dans des films, vous n'avez pas les décors de Versailles. C'est-à-dire que le tournage, parce qu'on a des possibilités limitées de tournage, hein, le lundi et la nuit, il y a une partie des films qui sont tournés dans d'autres châteaux avec des décors similaires de la même époque, pour des appartements, on va dire, moins précieux, des appartements de courtisans ou de princes. Donc, dans les films, on ne voit pas que des décors de Versailles. Soit c'est des reconstitutions, comme vous l'indiquez, avec les technologies numériques actuelles, soit ce sont des décors d'autres châteaux construits dans le style français à la même époque. Oui, parce qu'on a par ailleurs, grâce aux nouvelles technologies numériques, on a réussi à avoir des technologies de pointe pour reconstituer en 3D l'ensemble des aménagements intérieurs de certains appartements. On le fait avec des technologies de pointe très, très développées. Il y a une question dans le fond là-bas. Ah ben c'est bien, merci beaucoup. Merci, c'est allumé ou pas? Ben, bonjour, enchantée. J'avais une question, ce serait quelle période que vous aimeriez voir prendre vie au château de Versailles que vous n'avez pas encore vu au cinéma? Je sais que moi, il y a une période, par exemple, quand ils ont vidé le château pendant la Seconde Guerre mondiale, comme on a dû cacher les œuvres, ça, c'est comme une période qui m'intrigue beaucoup et j'aimerais beaucoup la voir au cinéma. Est-ce que vous auriez une période qui... C'est une magnifique question. Vous aimeriez voir, voilà. On a des documentaires sur cette période, sur les périodes des guerres, qui sont d'ailleurs mentionnés, enfin, la guerre franco-prussienne de 1870-71 et puis les deux guerres mondiales. J'oscille entre plusieurs périodes à Versailles, donc je ne sais pas s'il y en a une que je voudrais voir tout particulièrement. Ce que je sais, c'est qu'il y a aujourd'hui de plus en plus un intérêt pour le Versailles moderne ou contemporain, donc post-Deuxième Guerre mondiale, qui est important parce qu'on a des sommets internationaux qui sont organisés à Versailles. On a aussi des vies plus ou moins intimes qui sont liées à Versailles. Et ce Versailles-là, c'est vrai qu'on le voit, il a peu inspiré jusqu'à présent les cinéastes. Même si je sais que le film de l'Inconnu de la Grande Arche, qui est projeté dans le cadre du festival, a été tourné en partie à Versailles. Il y a une scène qui retrace Versailles. Donc on est sur une France des années 1980 où il y a un lien à Versailles. Donc c'est peut-être ce sujet-là qui pourrait être intéressant aujourd'hui, c'est-à-dire générer de la fiction qui n'est pas simplement liée à l'histoire de France, à l'histoire de la royauté, mais au rapport qu'on a avec le lieu, avec Versailles aujourd'hui. Et je pense que c'est un rapport qui peut être, moi qui le vis quasiment tous les jours, c'est un rapport incroyablement beau. Ben, effectivement, parce qu'on le voit dans le film, on parle de Clémenceau, mais il y a d'autres grands sommets, vous l'avez dit, il y a d'autres grands sommets, d'autres grands événements qui pourraient finalement se traduire en film aujourd'hui, des sommets de grands dirigeants. On pense récemment à M. Macron qui a rencontré, récemment dans les dernières années, qui a rencontré le dirigeant de la Russie, par exemple. Donc, ça pourrait éventuellement se retrouver dans un film qui, à la fois, marie la fiction et une part inspirée de la réalité. Oui, et je pense qu'il ne faut pas que de la grande histoire, mais aussi de la petite histoire qui nous touche tous, c'est-à-dire le rapport à un lieu qui est... c'est un cosmos entier en fait, qu'a créé Louis XIV avec cette ville nouvelle qui était Versailles et cette projection du pouvoir dans une architecture, dans des décors, dans des jardins. Donc cet univers-là, il nous parle forcément aujourd'hui.
Ben, moi, j'ai une dernière question en terminant, Pierre-Emmanuel, parce que je vous avais dit que je vous la poserais, parce que votre rôle vous amène à avoir un appartement de fonction à Versailles. C'est comment se lever le matin quand on est donc là, avec le lever du soleil à Versailles? J'ai vu mon appartement dans le film, donc ça m'a. On voit pas les intérieurs, mais je le vois en bout de château comme ça. D'abord, ce n'est pas mon appartement, c'est l'appartement de ma fonction, donc je resterai très modeste sur cet appartement. Il faut surtout pas s'y attacher trop. Néanmoins, le roi Soleil avait quand même construit son château en fonction du lever du soleil et du coucher du soleil, et c'est vrai que avoir la chance de vivre le matin le lever du soleil à Versailles, c'est inoubliable. Et puis le soir, eh bien, j'ai la chance de pouvoir aller dans les jardins tout seul, et donc de voir le coucher du soleil. Ça, je pense que quand ce métier sera terminé, que je ne serai plus administrateur général, ce sont ces souvenirs qui me resteront. Ben, c'est un bénéfice de la fonction, mais je pense, en tout cas, je vous écoute et vous prenez bien soin de Versailles, vous le possédez dans votre cœur, bien que ce soit une tâche qui soit tout à fait récente pour vous. Et je pense que donc Versailles est entre bonnes mains. Alors, un grand, grand merci d'être venu partager cette réalité avec nous et d'être venu échanger pour finalement donner vie à ce film qui est maintenant remasterisé. Merci beaucoup. Merci. Et merci à Cinémania. Oui, merci dont infiniment. Je suis un fan absolu. Merci beaucoup.